Bonjour à tous. Donc pour cette conférence, nous avons souhaité l'intervention de Gauthier. Bonjour. Je regardais la tête qui avait été choisie pour moi. Donc là, c'est là que vous comprenez qu'il n'a pas regardé le fil rouge un mois avant, pendant qu'on lui a partagé. Et Benjamin, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Oui, je vais commencer. Donc, moi, je suis Gauthier, je suis le responsable éditorial de Yellow. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille dans le jeu de société. J'ai commencé, j'étais chez Philibert, d'abord en tant que vendeur conseil, puis ensuite en tant que responsable des achats. Et là, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis chez Yellow. Benjamin Dambrine, directeur général de Gigamic depuis quelques années. C'est vrai que cette photo, elle est sympa, elle a quelques années et 20 kilos de moins, donc c'est cool, ça me met plutôt en position avantageuse. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le milieu du jeu, d'abord en tant que commercial, et puis en évolution interne après au sein de Gigamic, jusqu'à prendre la direction générale en 2021. Alors comme je vous disais, l'idée c'est un peu de revenir sur un sujet qui est récurrent depuis quelques années, alors plus que ça, mais encore plus depuis 1 an. Pour rien vous cacher, en fait, l'idée de la conférence est venue des échanges qu'on a pu avoir avec Benjamin ou Gauthier lors de différentes réunions UEG ou autres, ou d'échanges lors de présentations de prototypes, justement sur un sujet qui est un peu transverse et qui interroge pas mal, et qui est la surproduction. On n'a jamais eu autant, et on va revenir justement un peu là-dessus et vous donner quelques chiffres en nombre d'éditions, et peut-être que l'idée aussi, rapidement, sans faire un historique complet, ce serait de revenir sur un peu l'évolution du marché du jeu depuis une quinzaine d'années, en quelques lignes, et comment on est arrivé à cela, parce qu'il y a 15 ans, quand vous avez commencé un peu tous les deux, on était sur, on va dire, un marché de niche, un peu d'entre-soi, et ça a pas mal évolué. Entre autres, l'idée, ce serait peut-être de revenir sur quelques dates importantes. Si on s'arrête à ça, c'est depuis 15 ans. Pour vous, quels sont ces moments clés qui arrivaient à l'état actuel de notre évolution de marché? Les grandes lignes. C'est pas facile, ça, comme ça. Non, je pense que clairement, si on revient juste quelques années en arrière, il y a l'événement Covid qui clairement provoque un vrai changement au niveau de la visibilité du milieu spé, on va dire, du jeu de société. Il y a déjà une question. Voilà, ça tombe bien. Oui, ils se disent bonjour aussi dans la salle depuis tout à l'heure, ils disent bonjour comme ça, et des fois ça... Donc oui, forcément, il y a l'événement Covid qui a vraiment changé la visibilité qu'avait le jeu de société par rapport on va dire, aux médias traditionnels, et qui a vraiment boosté les ventes, on va dire, des blockbusters. Si on revient un petit peu avant, moi je pense que c'est important de revenir même directement aux jeux vidéo. L'émergence du jeu vidéo, c'est vraiment ce qui va favoriser quelques années plus tard l'émergence du renouveau du jeu de société, et surtout sa transformation vers un média qui était un média réservé aux enfants, ou ce que j'aime dire un média, on va dire, de jeu intelligent, parce que le jeu de société au final était déjà présent, mais c'était soit via du Scrabble, soit via des échecs, donc des choses très compétitives, ou alors le jeu d'argent qui lui a toujours été présent. Mais par contre, c'est vrai que l'émergence du jeu vidéo va permettre le développement du jeu vraiment loisir pour les adultes, et on va sortir du jeu de société réservé et cantonné aux enfants. Et on va avoir toute cette évolution principalement avec le marché allemand, qui va d'abord être le premier à être porteur. On va avoir l'évolution bien sûr du jeu de rôle aussi, qui va amener de nouveaux joueurs. Et ensuite, petit à petit, ça va être l'appropriation qui va être faite par le jeu de société de l'illustration. L'illustration est vraiment un sujet pour moi qui est très important dans la visibilité du jeu de société moderne. Je pense que le très bon exemple, c'est Dixit, qui est vraiment une ouverture justement vers ce travail de l'illustrateur et la visibilité de ses boîtes. Et je pense que maintenant, on a vraiment des illustrateurs de talent qui permettent de valoriser l'objet jeu de société dans les rayons des grandes surfaces. Et pour moi, on est là vraiment sur les évolutions, sans parler de date exacte, mais un peu de repères. Moi, c'est comme ça que je décrirais l'évolution de ces dernières années.
Oui, en parallèle de ça, en fait, il y a eu aussi une évolution assez forte que tu exprimais au travers du fait que le jeu de société passe d'un loisir pour enfants à un loisir tout public, d'une simplification assez forte des règles du jeu, des temps de partie, un travail éditorial qui a été mené en fait pour rendre le jeu plus accessible à de non-joueurs ou peu joueurs au final, et qui se sont mis à s'intéresser progressivement à ce secteur et à ces jeux. Et en parallèle de ça, on se retrouve aussi depuis un peu avant le Covid avec un attrait beaucoup plus important de certains secteurs, notamment du produit culturel, les libraires, les Fnac, les Cultura aussi, et d'ailleurs aussi qui a procédé à une vague de rachat derrière au niveau des éditeurs et distributeurs. On est plutôt bien placé pour le savoir là-dessus. Et ça a permis aussi l'émergence d'une visibilité beaucoup plus forte sur le terrain du jeu de société. Le dernier élément que j'évoquerai, qui pour moi me semble assez important pour comprendre le secteur d'aujourd'hui, c'est aussi l'arrivée sur le secteur, un peu avant le Covid, de tout un nouveau public d'éditeurs qui ne sont pas du tout issus du milieu. Ça a commencé à peu près vers 2016 avec Blanc Manger Coco, où des acteurs venus d'autres secteurs, plutôt liés au marketing, à Amazon, à la communication, se sont mis à lancer des jeux en auto-édition souvent, ce qui a entraîné derrière des gros succès, et a aspiré avec ça aussi toute une série d'éditeurs qui sont retrouvés à venir faire du jeu, à travailler du jeu, à éditer du jeu et à vendre du jeu sur Amazon et autres. On a déjà parlé pas mal de la partie aussi donc de Covid. On est un peu à l'image de ça. Alors, on a eu pas mal d'invités et eux aussi pour cette conférence. Et tout, on n'a pas automatiquement souhaité être là, mais justement, un point important aussi, je pense qu'en 15 ans, on a un secteur aussi qui s'est énormément féminisé et qui est aussi énormément diversifié. C'est encore plus fort au niveau peut-être aussi du Covid, à ce niveau-là, mais ça s'est fait aussi, que ce soit du côté professionnel ou au côté aussi autour de la table, on est au niveau des parties. Donc on touche un public qui est plus large en termes de genre, en termes d'âge, j'aurais tendance à dire aussi, avec des jeux qui sont de plus en plus accessibles. Skijo, Double, qui sont des énormes succès, Flip 7, pour parler d'un jeu du moment. Ça peut aussi beaucoup aider. Tu parlais des rachats et aussi des phénomènes de concentration. On a un énorme phénomène de concentration aussi, qui a commencé avant le Covid. Et ça, en quoi ça a pu faire évoluer le secteur ? Alors, je pense que ce rachat, c'est plutôt une conséquence de l'évolution du secteur que le moteur de son changement. Je vais m'expliquer. Pour le cas d'Hachette, par exemple, ou en tout cas des acteurs du livre, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, chez leurs clients traditionnels, que ce soit les libraires indépendants, chez les Fnac, les Cultura, les Furet, on se retrouvait avec des rayons de jeux qui s'étendaient et qui prenaient de la place sur des rayons de coffrets cadeaux qui pouvaient être faits, ou de jeux d'ailleurs sortis par des éditeurs de livres, ou des rayons qui ont disparu, ou quasiment, tels que des dictionnaires, des encyclopédies, ce genre de choses. Donc pour les acteurs du livre, c'était aussi une manière de réintégrer la place perdue en magasin chez leurs clients traditionnels. Donc moi, je vois plutôt ça comme une conséquence que comme un moteur du changement. En tout cas, de ce que j'en sais, que ce soit chez les confrères ou chez nous-mêmes, il n'y a pas eu d'impact fort en termes de nombre de sorties ou de création de studios impulsés par ces acteurs-là. Il y a eu des rachats d'acteurs qui fonctionnaient bien, pour réintégrer ces acteurs-là dans le giron et dans le linéaire en fait, des acteurs du livre. Si on prend quelques chiffres, parce que c'est toujours un peu parlant, ça c'est des sources qui sont sorties de Board Game Geek, donc le site américain qui est devenu un peu la référence mondiale, enfin qui est même la référence mondiale en nombre de sorties. On avait Trick Track avant en France sur ce genre de données. Juste pour être un peu plus explicite, tout ce qui est en bleu correspond à des sorties de jeux, on va dire de jeux de base. Tout ce qui est en rouge correspond à des extensions. On voit qu'il y a une énorme explosion, on va dire déjà autour des années 2005, 2006, 2007, cette période-là, 2004,
C'est un peu Philosophia, les Asmodées, tout ce qui est Days of Wonder, Ticket to Ride. Il y a déjà une énorme explosion de manière très positive. 2013, 2014, 2015, c'est la grande période des arrivées un peu juste avant de Codename. On allait avoir King Domino qui allait suivre justement. On voit que ça aide. On voit qu'on a un palier qu'on touche en 2019. Et ça stagne en fait, finalement. Si on regarde les chiffres à ce niveau-là, on se rend compte que on a peut-être touché, une public large, mais est-ce que c'est pas juste un phénomène? Si on regarde les chiffres de BGG, finalement depuis 2019, on n'a pas plus de sorties que ça en fait. Je ne sais pas si au final, quand on aborde la notion de surproduction, c'est que le nombre de sorties qui est observé. Je pense que ce qui est souvent observé, ça va être le nombre de succès plutôt qui en découle. Donc oui, le nombre de sorties, on le voit, il s'est stabilisé. Et même si BGG d'ailleurs ne recense pas tout, parce que énormément de jeux ne sont quand même pas recensés sur BGG, y compris justement les jeux des acteurs, on va dire, plus mass market, qui ne vont pas aller sur BGG parce que c'est pas le public. Mais vraiment, pour moi, ouais, c'est ça. C'est plutôt comment est-ce que on voit une évolution du nombre de jeux qui ne trouvent pas leur place. Voilà. Pour moi, c'est là où va se positionner la question de la surproduction. D'autant que sur le sujet ici de BGG, là on parle bien de sortie mondiale ici, alors que la surproduction c'est un vrai sujet aujourd'hui sur le marché français, sur les marchés européens ou les marchés on va dire plutôt matures au niveau du jeu de société. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi beaucoup de marchés qui sont encore en plein développement et qui commencent tout juste à jouer parce que le pays commence à avoir un niveau de vie suffisant pour se loisir là, qu'il y a une industrie qui se structure sur place, et il y a une sorte aussi de circuit d'apprentissage du jeu de société. On commence pas forcément par les mêmes jeux, et nous, des jeux qu'on vendait extrêmement bien en France il y a 30 ans, les abstraits par exemple, c'est plus du tout nos jeux phares ici, mais à l'international, sur certains marchés, c'est très très fort dessus. Donc, au niveau mondial, les marchés se développent quand même de pays en pays, et je pense que les chiffres de BGG sont à prendre avec des pincettes à ce niveau-là, et que là-dessus, pour parler de la surproduction, il vaut mieux regarder plutôt notre nombril, cette fois-ci, pour voir les problématiques éventuelles que ça peut représenter chez nous. C'est pour ça que j'ai repris justement, ce qui est intéressant, c'est les chiffres du GIGS qui sont sortis. Alors, c'est juillet 2024, ça fait une projection sur 10 ans sur le marché français. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, au lieu de s'arrêter d'une année sur l'autre, on voit que sur 10 ans, on a une progression de plus 83%, et en millions de boîtes vendues, 42% en fait. Ça double pas, mais 42% quand on parle de millions de boîtes vendues, ça commence à parler et à causer un petit peu en fait. Justement, là on arrive sur le marché français. Est-ce qu'on n'est pas sur une saturation ? Est-ce que justement, à ce niveau-là, au niveau de la segmentation du marché, est-ce qu'au niveau de justement tout ce qui est l'adaptation aux attentes, est-ce qu'il n'y a pas une évolution par rapport à ça ? À ce qu'on peut attendre. On parle aussi, il y a quand même un mouvement de fond depuis quelques années. On en a fait une conférence l'année dernière sur aussi du projet culturel. C'est pas qu'un jeu, c'est pas qu'un produit, c'est un objet culturel. On ira jusque là parce que le terme produit a une notion de consommation jetable quasiment. Voilà. Il y a un mouvement de fond par rapport à ça. Est-ce que justement c'est pas en train de noyer tout ça ? Est-ce qu'au niveau de la partie expansion, est-ce qu'on n'arrive pas à une dégradation au final au niveau du marché pour avoir quelque chose qui est peut-être plus facile à consommer, plus vendeur ? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est plutôt le développement justement et l'approche de nouveaux publics qui donne cette impression. Mais moi je pense pas qu'on soit encore sur des phénomènes de saturation. Je pense qu'il y a encore largement de la place. Si saturation il doit y avoir actuellement, moi je l'analyserais plutôt par rapport à l'émergence du TCG qui vient justement manger des places du jeu de société traditionnel, on va dire, en ce moment, et qui peut créer justement des décalages d'achat, et tous les éditeurs justement n'ont pas un TCG dans leur besace pour faire la transition justement vers le TCG. Donc non, moi j'aurais pas tendance à penser au contraire qu'on est sur une saturation. Par contre, c'est vraiment la visibilité de certains jeux par rapport à d'autres, le phénomène qu'on va avoir d'explosion des blockbusters
blockbuster par rapport à d'autres. Enfin, voilà, tu citais l'exemple de Flip 7 avant. Qu'est-ce qui fait que Flip 7 explose si vite par rapport à d'autres jeux un petit peu du même acabit en ce moment? C'est plus pour moi sur ces questions-là qu'il faut aller se poser la question, plus que sur une saturation. Je pense qu'il y a encore vraiment de la place pour beaucoup de jeux. Au final, quand on voit les succès, si on prend par exemple l'exemple de Gigamic qui a donné les chiffres de 200 000 décales, 200 000 c'est beaucoup, et en même temps par rapport à la taille du marché français, c'est pas tant que ça en fait, 200 000. Donc il y a vraiment de la place, même pour ces jeux qu'on considère comme des énormes succès. Il y a encore énormément de place de développement. Enfin, 200 000 entrées dans les salles pour un film, c'est pas non plus le blockbuster de l'année, quoi. Et justement, il y a un travail et une évolution par rapport à ça au niveau de la communication sur le jeu. Alors clairement oui, ça c'est un des changements majeurs. Comme toi, je souscris plutôt à ton analyse du côté de la saturation, mais par contre, le nombre de sorties annuelles globales sur le marché font que chaque éditeur doit aujourd'hui se poser la question beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus puissante de sa manière de communiquer sur le jeu à sa sortie. Je pense que pour juste faire le parallèle que tu évoquais juste avant sur la partie d'objets culturels, à aucun moment on se pose la question de savoir s'il y a trop de films, pas assez de films, trop de livres, pas assez de livres. Je ne sais pas, tu vois, j'ai pas de chiffre en tête particulier. Et ce qu'on va nommer exception culturelle au niveau du livre ou de ces secteurs-là, bah, c'est justement des subventions pour permettre à certains projets de vivre qui n'auraient pas une vie économique dans un secteur traditionnel de retail. Dans le jeu de société, on pourrait transposer ça et de se dire que bon, entre la liberté d'entreprendre et derrière, est-ce que toute œuvre est bonne à apparaître sur le marché, surtout, il ne faut pas analyser uniquement le nombre de sorties ou le nombre de jeux vendus. Il y a certains types de jeux, je pense qui sont des succès d'estime, sur lesquels on peut réussir à faire un tirage à 5000 boîtes, et en fait on a touché notre marché, et c'est très bien pour ça. La question, par contre, c'est que si c'est pas 5000 qu'on a produit, mais 50 000, là c'est un vrai problème, et là on peut parler de surproduction, parce que ça entraîne des problématiques de mise au pilon, de solderie, et de pérennité économique pour les acteurs. En tout cas, pour la communication, ça c'est un élément qui est aujourd'hui essentiel, et même nous, dans notre manière de sélectionner les produits en interne, je l'évoquais tout à l'heure avec toi, moi c'est souvent la première question que je viens poser à l'équipe qui me présente un jeu. C'est à qui tu veux le vendre, comment tu veux le vendre, par quel canal, et comment tu veux communiquer dessus. Est-ce qu'il y a des réflexions justement sur le fait de toucher encore, on parlait, on va dire, avant Covid, il y avait une certaine ferveur dans le secteur en disant il faut qu'on prêche la bonne parole, c'est-à-dire aller toucher des nouveaux publics et élargir. Est-ce que ça, c'est un discours qui a un petit peu disparu depuis le Covid? Alors pour une raison peut-être justifiée ou non, mais est-ce qu'il y a encore justement un élargissement du public à aller toucher et aller avoir justement peut-être des jeux nouveaux, autrement? Tout de suite, là, je pense à un sujet qui a déjà été abordé l'année dernière, c'est Alice is Missing, par exemple, qui a fait beaucoup de bruit en termes de, peut-être pas automatiquement de vente, mais en tout cas, niveau qualité éditoriale et de sujets abordés, qui ne sont pas des sujets qui n'étaient pas simples, hein, puisqu'on parlait de viol dans le jeu. Mais est-ce que ça aussi, justement, dans votre sourcing, c'est un critère pour aller toucher peut-être des marchés de niche ou encore élargir le public? Pas chez nous. C'est pas qu'on n'ait pas envie d'aller sur ces sujets, parce que je pense que tous les sujets peuvent être traités dans le jeu, mais dans le sourcing, moi en tout cas avec Yellow, on va d'abord se poser la question de est-ce qu'on a un bon jeu avant de se poser la question du message qu'on va vouloir faire passer à travers le jeu. C'est vraiment le choix du jeu. Moi, je rejoins complètement Benjamin sur cette manière d'aborder un prototype. C'est que actuellement, je trouve que les prototypes, de manière globale, ont augmenté en termes de qualité, qu'on en voit énormément, parce qu'on parle de surproduction, mais on pourrait aussi parler de surproduction des prototypes. Il y en a aussi énormément. Et il est très intéressant d'aborder justement l'objet jeu vraiment avec la prise en compte du marketing tout de suite dans l'analyse. À quel prix est-ce qu'on veut positionner le jeu, vers quel public est-ce qu'on veut aller avec ce jeu, quels vont être les lieux de vente qu'on va vouloir privilégier, et ça va beaucoup jouer justement sur les campagnes d'implantation qui vont aller derrière. Et on voit une vraie accélération par rapport à ça, où quand il y a quelques années la GSS avait tendance à venir vraiment dans un second temps, une fois que le jeu avait fait
fait ses preuves entre guillemets dans le réseau SP, on se rend compte que maintenant certains jeux en fait sautent quasiment le réseau SP, qui peut avoir un côté un peu pédant par rapport à certaines mécaniques, et vont directement vivre entre guillemets dans les rayons GSS et font des implantations directement en GSS. Donc on est vraiment sur une différenciation des publics, et donc plus que le public par le message, tu prenais l'exemple justement d'un message un peu fort, un peu oui, qui va interroger. Moi, je trouve qu'à travers les choix éditoriaux, même très simples, en fait, on va chercher du nouveau public, parce que ce public en GSS, c'est pas le même public qui est là en ce moment dans cette salle. C'est un public qui n'y connaît rien. C'est un public qui achète un jeu sans savoir qui est l'éditeur qui est derrière, ni même l'auteur qui est derrière, et qui pourtant va diffuser le jeu, va jouer, va prendre du plaisir, mais qui va pas être exactement sur la même recherche de typologie de produits que les produits qu'on aurait que envie de faire si on s'écoutait en tant que fanat de jeu. Alors, juste, ça amène pas mal de questions. Déjà, juste afin d'être un peu plus clair, est-ce que vous avez des chiffres en tête sur le fait, par exemple, il y a une dizaine d'années, avant qu'un jeu atterrisse en GSS, combien de temps ça prenait et par rapport à maintenant? Globalement, ça prenait au moins 6 mois, le temps d'avoir des remontées du marché, des taux de réassort au niveau des boutiques indépendantes, et ensuite le jeu basculait d'abord sur une première strate de magasin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si une GSS, donc que ce soit Fnac, Cultura ou des jouettistes comme Smith Toys référencent, ça ne veut pas dire qu'ils référencent tout magasin, hein, forcément. Il peut y avoir, je ne sais pas, dans les 10 plus gros magasins, par exemple, un test qui est effectué, et si le test est probant, le jeu continue à redescendre sur les autres magasins, jusqu'à arriver tout réseau si vraiment les volumes de vente sont très bons. Donc il y avait ce fonctionnement qui existe beaucoup moins aujourd'hui, parce que le jeu est devenu un loisir plus grand public. Il y a une demande auprès de ces magasins-là aussi pour avoir de la nouveauté, mais de la nouveauté qui est adaptée à potentiellement à leur public. Et on remarque aussi des relations, là où avant c'était vraiment, ça parlait de la boutique du ludicaire de centre-ville et on arrivait ensuite sur de la GSS. Aujourd'hui, il y a aussi des relations inverses. Des jeux qui sont lancés principalement par la GSS et qui ont ensuite des répercussions en magasin spécialisés. L'imposteur, par exemple. L'imposteur, c'est assez vrai. Alors, et là, c'est aussi le cas d'Amazon, qui est un cas encore un peu spécifique. L'imposteur, c'était le cas, un jeu comme Mamie Moule Maki, là, clairement. Alors, moi, je te dis l'imposteur parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré hier, donc tu vois, ça me pop dans ma tête et je sais que c'est Gigamic, mais je pense que ce serait peut-être bien, peut-être pour le grand public, puisque typiquement, c'est un jeu que je connaissais pas il y a 24 heures, en fait. Donc je pense que c'est le bon cas à expliquer en fait. Bah, là c'est vraiment un acteur en fait qui s'est spécialisé. D'ailleurs c'est un ancien d'Amazon qui a travaillé pour Amazon pendant des années, qui s'est spécialisé sur la partie marketing digital et qui s'est mis à son compte pour en fait lancer des jeux d'ambiance, plutôt des jeux d'ambiance typés des adultes, des jeux de conversation aussi. Il a une gamme de jeux enfants, de jeux de chercher trouve, etc. En se vendant uniquement sur Amazon. Alors ce qui est rigolo avec Thomas, c'est que on s'était rencontrés il y a quelques années et puis on avait parlé, ça n'avait pas été plus loin parce que lui, il n'avait pas forcément une vision claire de ce qu'il voulait pour le retail dessus, et puis on s'est lancé avec lui l'an passé officiellement dessus, et puis c'est un jeu sur lequel on est pour l'instant toujours en rupture, qui est un jeu très simple, que chacun d'entre nous ici ont considéré comme un jeu chiant. Et pour autant, il y a un vrai public, parce que là où je te rejoins, c'est que dans cette salle et même dans nos équipes, en fait, on n'est pas du tout représentatif du marché. Et il y a tout un marché de gens qui ne jouent pas, qui ne savent pas ce que c'est un jeu et ce qu'il y a derrière un jeu. Et je trouve ça toujours passionnant, moi, de tous les événements qu'on fait, de portes ouvertes, tout ce genre de choses, où on rencontre des gens qui sont là, pas parce qu'ils sont joueurs, juste parce que c'était du local et puis ils savent pas trop ce que c'est cette boîte. Et quand on vient leur dire que non, c'est pas nous qui créons les jeux, il y a des auteurs pour ça, non, c'est pas nous qui les illustrons non plus, non, on produit pas les jeux non plus, ça c'est une usine. Et d'expliquer un peu nos métiers d'éditeurs ou de distributeurs, je trouve ça passionnant, mais c'est là où il y a encore beaucoup de chemin à faire, et pour l'instant, pour le grand public et pour tous ces gens qui ne jouent pas, il y a encore pour moi un levier énorme à aller chercher pour les faire rentrer plus avant dans notre beau secteur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi par rapport à tout ça d'invisibilisation justement des
des auteurs, des illustrateurs, afin de produire des jeux type Amazon, comme on disait, ou autre, en disant on voit de plus en plus de jeux où même l'éditeur est invisibilisé. Je pense qu'à même des éditeurs qui sont très connus pour nous, comme Space Cowboy, qui mettent pas leur logo automatiquement sur la face avant. Est-ce qu'en fait on le transforme pas justement de plus en plus dans un produit de consommation et de plus en plus de rapidité en fait, en oubliant un peu notre cheval de bataille qu'on pouvait avoir il y a quelques années pour justement répondre à ça? Je pense pas complètement. Je pense que dans la manière de communiquer sur ces produits, l'essentiel, c'est pas de faire disparaître l'auteur ou de faire disparaître nos logos. C'est au contraire, les auteurs et même les maisons d'édition vont continuer à exister. Et d'ailleurs, ils seront toujours présents dans la manière de défendre d'autres types de jeux. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est une réalité. Moi, j'aimerais bien me lever un matin, mettre ma matinale de France Inter et avoir Bruno Catala qui est invité pour présenter son dernier jeu, comme si c'était Guillaume Musso qui vient chaque année pour présenter son dernier livre. On n'a pas encore cette starification, entre guillemets, des auteurs. Est-ce qu'elle viendra dans le jeu? C'est un autre débat. Après, là où il faut quand même faire aussi attention, c'est que dans notre manière de travailler, les auteurs ne prennent pas la même place que dans le livre. Dans le livre, un auteur commence sa carrière très souvent avec un éditeur. L'éditeur ne va pas forcément croire très fort en cet auteur au début, et c'est au fur et à mesure de ses succès qu'il va l'accompagner. Actuellement, les auteurs dans le jeu de société sont plus des électrons libres qui vont de maison d'édition en maison d'édition en fonction des spécificités de leur jeu et aussi des relations qu'ils ont avec les différentes maisons d'édition, mais il est assez rare de voir un auteur, entre guillemets, faire sa carrière avec une maison d'édition. Donc forcément, l'investissement que va mettre une maison d'édition sur l'auteur n'est pas la même chose que si on ramène ça justement au milieu du livre. J'avais pas pensé à ça. Effectivement, sur cette partie-là et sur la partie arrivée en masse, on a quand même aussi des rôles qui sont un peu tenus aussi par des distributeurs. Le rôle est un peu tout le monde n'est pas, on va dire, à la même enseigne. Dans ces risques-là, quand on est un éditeur indépendant, on doit vendre nos jeux à nos distributeurs. Quand on est éditeur-distributeur, les marges ne sont pas les mêmes, l'impact n'est pas les mêmes. Est-ce qu'en fait, on joue tous, entre guillemets, dans la même cour, avec les mêmes risques, ou en tout cas avec les mêmes règles, pour reprendre le terme du jeu, par rapport à ça? Est-ce que justement on n'est pas en train de mettre en risque un secteur? Allez. Alors c'est une vision, nous, qui va être un peu multicasquette. Effectivement, nous on est éditeur, on est localisateur de jeux et on est diffuseur aussi d'éditeurs dont l'imposteur dont tu parlais, par exemple en marketière. Je pense que la mise en risque, elle va aussi beaucoup dépendre de comment est structurée ta relation commerciale avec tes éditeurs. Nous, on achète systématiquement en ferme. Avec nos éditeurs, ce qui veut dire que le risque, on le partage ensemble, et ensuite ce risque, il est porté par l'un et par l'autre, y compris au niveau des plans marketing qu'on va mettre en place dessus. Il peut y avoir des scissions, certains éditeurs s'occuperont de la partie digitale, nous de la communication presse et retail dessus, ou tout autre genre de fonctionnement. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est un secteur, l'arrivée de ces nouveaux acteurs, l'arrivée de ce nouveau public, pour répondre à une question que tu as posée aussi un peu plus tôt, moi, je suis toujours content d'avoir des copains de jeu en plus, mais ça entraîne une modification extrêmement forte et rapide des manières de travailler qu'on a tous. Les éditeurs, on en a un peu parlé tout à l'heure avec l'importance de ces plans de communication. Les distributeurs, c'est aussi avec le nombre de projets qu'on nous propose. Nous, on défend à peu près une quinzaine d'éditeurs tiers dans notre catalogue, ce qui n'est pas énorme. Mais si chaque éditeur commence à sortir 4 jeux par an, 5 jeux par an, 6 jeux par an, ça peut vite scaler de manière exponentielle. Aujourd'hui, c'est un discours qu'on tient en interne, de se dire, bon bah voilà, focalisez-vous sur des titres, focalisons-nous sur moins de titres en les travaillant mieux en amont, en déployant les budgets plus fortement au niveau de la communication et du marketing dès le départ sur moins de références là-dessus. C'est quelque chose qui est assez important. Et pour le sujet que tu évoquais juste avant, ces acteurs aujourd'hui,
La plupart d'entre eux ont fini par rajouter le nom des auteurs sur les boîtes, qui sont souvent eux-mêmes, hein, d'ailleurs, sur le secteur. C'est des qui s'auto-éditent, pas forcément en facing de boîte, en fonction des choix de l'auteur lui-même, qui se dit bon, mais si moi je veux le mettre en arrière de boîte, je le mets en arrière de boîte, pourquoi pas. Mais ce discours, il est tout de même référencé partout, que ce soit d'ailleurs dans les matrices de Centrale, même sur Amazon, évidemment chez les ludicaires, sur les sites internet des éditeurs, des distributeurs, avec un auteur, avec un illustrateur dessus. Je compléterai juste aussi, parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes stratégies avec Yellow, par rapport à cette notion de est-ce qu'on évolue avec les mêmes règles du jeu. Forcément non, on n'évolue pas avec les mêmes règles du jeu. Par contre, un éditeur, on va dire, qui n'est pas rattaché à son propre réseau de distribution, le sait aussi dès le début. C'est-à-dire que dans sa construction, il sait qu'il va travailler sur des taux de marge qui vont être différents. Il sait d'ailleurs, est-ce qu'il va se rattacher à quelqu'un pour faire son export? Est-ce qu'il va se mettre dans un catalogue export justement d'un plus gros? Enfin voilà, donc il y a plein de choix qui vont se faire à cet endroit-là. Et après, si on doit défendre aussi un petit peu ce modèle-là, ils ont aussi cet intérêt qu'on vit dans des rythmes différents. C'est-à-dire que chez Yellow, nous, on a tendance à tout mettre avec le logo Yellow. C'est un choix qui est porté par Yellow. Par contre, cet avantage d'avoir, entre guillemets, la localisation qui vient nourrir plutôt la distribution, donne, entre guillemets, du temps à l'édition pour pouvoir développer des choses. On sait que si un jeu prend du retard, par exemple, dans son développement, on pourra aller chercher un jeu en localisation pour venir compenser le fait qu'on est en train de prendre du retard sur le développement d'un jeu. Donc cette assise financière, elle nous permet aussi de prendre du temps pour travailler sur d'autres projets et ne pas avoir la même pression que de se dire là, il faut qu'on ait le jeu pour cette année, et si le jeu ne fonctionne pas, on est vraiment dans la merde financièrement, parce qu'on peut aller chercher de l'argent aussi via un autre levier, à un autre niveau de l'entreprise. Ça signifie quand même, dans ce cas-là, qu'il est de plus en plus difficile aussi de prendre du temps pour se démarquer, pour avoir une recherche éditoriale différente, et cette prise de risque-là, en fait, les gens qui ont les moyens de faire ça, c'est les gros, si on se retrouve dans ce cas-là. Parce que les risques, pour les plus petits, pour les plus indépendants, il y a moins de place. Si on est sur un phénomène de surproduction ou autre, et donc de moins de place sur le marché, c'est-à-dire que les jeux, comment le marché peut absorber le nombre de sorties, il est plus difficile de sortir du lot, donc on a plus peut-être une tendance à, à harmoniser un peu et faire de réduire les risques. Et justement, on revient toujours sur le culturel, c'est de prendre un risque quand on parle de BD, quand on parle de livres, sur des sujets abordés, sur des lignes graphiques, en termes d'illustration, sur les films, sur les sujets aussi abordés même en termes de technique. Est-ce que ça, justement, on risque pas d'appauvrir nous-mêmes notre propre secteur avec ça, en fait ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse, justement, par rapport au discours. C'est-à-dire que oui, il y a une place qui est prise par un certain nombre de projets, on va dire, plus ou moins faciles à développer, et il faut réussir à tirer son épingle du jeu à travers d'autres projets. Mais il faut, surtout si on prend le marché français, il faut quand même le regarder en disant que les prix sont quand même relativement fixes. Il n'y a pas une énorme guerre des prix sur le marché. Les éditeurs connaissent les taux de marge maintenant depuis plusieurs années. Ils n'ont pas énormément évolué. C'est quelque chose qui est récurrent. Ces taux de marge, justement, et cette non-guerre des prix, parce qu'il y a, l'air de rien en France, assez peu de compétitivité entre distributeurs. C'est plutôt un produit, un distributeur permet de garantir justement une bonne santé financière, à condition bien sûr d'avoir des produits qui marchent, parce que sinon on est dans un autre débat. Mais en gardant justement cette santé financière, on se rend compte que le marché français, si on le regarde un peu en arrière, a sorti énormément de jeux et a une créativité et une influence sur le marché derrière mondial du jeu de société. On prenait l'exemple avant d'un jeu comme Unlock, c'est pas un jeu qui s'est fait d'un coup et qui peut se faire aussi parce que Space Cowboy a la sécurité financière d'un Splendor. Ou simplement parce que ça a été fait, parce que même indépendamment de Splendor, on se retrouve avec des gens qui étaient à la tête de cette structure-là, qui avaient déjà fait leur vie financière avant, avec clairement Marc Noniez, fondateur d'Asmodée. C'est-à-dire que si tu prends même que ce soit Splendor ou tu prends Time Story, c'était des projets qui traînaient depuis 7-8 ans dans les cartons. Mais justement, c'est qu'en fait, c'est un peu, on recentre un petit peu, dans ce cas-là, les moyens de créativité de ceux qui ont moyens là vers certains membres, on va dire, ou certains éléments du secteur, et que ça laisse peu de place à d'autres sorties ou à d'autres...
intervenants. C'est certain que les grosses bécanes auront des budgets supérieurs de communication, de marketing, des capacités différentes. Cette notion, ça c'est des discussions que j'ai eues avec beaucoup de monde du secteur. Je ne dirais jamais à un jeune éditeur qu'il sort trop de jeux. Ça, c'est trop facile à dire au départ. Quand on est sur une notion de pérennité économique où il y a besoin de faire rentrer un peu de trésor juste pour faire survivre la boîte et payer ses salariés, payer ses charges, etc., et qu'on n'a pas le confort d'avoir un titre ou 2 titres ou 5 titres qui performent et qui permettent de stabiliser tout le reste du catalogue et de faire ce que tu exprimais aussi, de faire des tests, de prendre des risques, etc. Et ben c'est compliqué. Hein. Et des éditeurs ont essayé de le faire et ont failli fermer aussi au demeurant en se disant je vais diviser par 2 mon nombre de sorties. Et au final, tu mets tous tes hommes dans le panier et tu peux te retrouver en difficulté. Là, pour nous, c'est un confort de vie qui est beaucoup plus important. Nous, ça nous a permis de réduire de 20% en 3 ans le nombre de sorties qu'on a fait au niveau édito, sans qu'il y ait d'impact derrière sur le chiffre, parce qu'il y a une réalité. On en parlait hier avec Gauthier, c'est que aujourd'hui, nous, on est un peu plus de 50 personnes. Et moi, il faut pas que mon chiffre d'affaires diminue si je sors moins de jeux non plus. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que j'ai la chance d'avoir des 6 qui prend, des décals qu'on évoquait tout à l'heure, des wasabi, des jeux, des papayous, des jeux qui ne sont pas considérés comme des vrais jeux parfois, dessus qui me stabilisent tout le reste du catalogue et me permettent aussi de faire des tests. L'année dernière, j'étais dans cette salle-ci pour parler de Critical aussi. Un titre qu'on a mené qui n'est pas du tout dans notre segment, dans notre cœur de cible, etc. Mais c'était un projet qu'on avait envie de mener parce que ça nous étripait. On ne l'aurait jamais fait si on n'avait pas eu tous ces jeux-là avant. Sur cette partie-là, on a aussi beaucoup de joueurs qui sont toujours un petit peu avides de sorties et de nouveautés. Est-ce qu'on ne se retrouve pas aussi, ce qui serait intéressant, c'est de voir les durées de vie des jeux en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que est-ce que cette surproduction, cette production extrêmement importante qu'on a depuis quelques années, est-ce que c'est pas aussi par rapport à un changement, une évolution de consommation pour rester vraiment dans le même, on va dire, champ lexical des joueurs? Est-ce qu'on ne se retrouve pas avec des durées de vie un peu plus courtes? Si, il y a des exemples qui sont très parlants. Hein. D'ailleurs, si je vais prendre des exemples Yellow, parce que ça me permet d'avoir des chiffres en tête, mais si on prend l'exemple d'un Ancient Knowledge, c'est un jeu qui avait eu un espace médiatique assez important, qui avait remporté les Sabliers d'Or, donc il y avait une vraie attente, on va dire, du public autour du jeu. C'est un jeu qui est globalement bien reçu au niveau de la critique et qui pourtant, en fait, on a vendu le premier tirage de manière très rapide, on a fait le retirage et derrière, sur le retirage, on se retrouve dans une situation où on en a trop. On va les vendre petit à petit, mais on est déjà, nous, dans une situation de surproduction juste sur le 2e tirage. Si on prend un autre exemple qui est encore un petit peu plus parlant et pleinement dans l'actualité, ce soir, on aura peut-être Kutnaora qui sera As-d'or expert. Kutnaora est un jeu qui a quasiment déjà terminé son cycle de vie. Nous, on est très agréablement surpris d'être nommé à l'As-d'or avec ce jeu. C'est un jeu sur lequel on hésitait à relancer un print. Et pourtant, il est dans l'actualité, il se retrouve nommé sur un des prix les plus importants en France, avec un cycle de vie en réalité en magasin qui est en fait déjà quasiment terminé. Donc oui, clairement, il y a des modes de consommation très rapides, et là c'est le parfait exemple de on peut pas dire que le jeu est mauvais ou que le jeu a entre guillemets pas trouvé son public. On est sur un jeu qui est reconnu par la critique comme étant bon, sinon il serait pas nommé à l'As-d'or, et qui pourtant a déjà quasiment terminer sa vie commerciale au moment où il va recevoir son prix. Quand tu dis terminer sa vie commerciale, ça veut dire que les volumes de vente maximum, vous les avez déjà atteints et vous pensez que vous n'atteindrez pas à élargir plus la base, ou c'est que le volume de vente n'a pas été atteint et que c'est une déception commerciale? Non, au contraire, le volume de vente a été atteint, c'est-à-dire que c'est pas un jeu sur lequel on s'est posé la question de savoir s'il y aurait besoin de faire une campagne de déstockage sur le jeu. Donc on est conforme, on va dire, à nos attentes, et c'est des jeux experts de chez CGE, donc on a un certain recul. Je veux dire, ils en sortent plus ou moins un tous les 2 ans. On sait comment ça fonctionne, on sait quelle est la base, on va dire, du public. Et sauf surprise qui peut être par exemple celle d'un Ark Nova ou d'un Terraforming Mars, qui sont des jeux qui
qui explosent et qui sortent complètement, on va dire, de leur cadre et des attentes qui étaient posées dessus. Nous, on est content de ce qu'on a fait avec Kutna Hora. Bien sûr qu'on aurait été plus heureux si j'avais pu vous dire que le cycle de vie serait plus long et qu'il serait encore en top vente. Mais voilà, c'est un jeu qui s'est stabilisé, les ventes ont baissé. Et donc la question du reprint et donc de la capacité aussi à le défendre par les équipes commerciales et aussi par les vendeurs dans les boutiques, je pense que Kutna Hora actuellement n'est déjà plus le jeu qui est conseillé, qui est mis en avant, et au profit d'autres jeux qui l'ont sans doute déjà remplacé. Donc les gens vont potentiellement continuer à y jouer chez eux, vont continuer à l'apprécier. Mais est-ce qu'on a encore besoin, nous, de le soutenir? Ça voudrait dire réinvestir de l'argent dans du marketing, réinvestir de l'argent dans un certain nombre de choses. Ou à côté de ça, on sait que va y avoir le nouveau jeu expert, SETI, voilà, prenons que lui, qui prend toute la place, qui prend la lumière. C'est lui que tu soutiens, c'est de lui dont on parle. Et voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une question déjà, comme ça je te coupe avant que tu parles. Ouais, bah alors, je pense que tu y as un petit peu répondu là avec ce que tu as redéveloppé. C'était pour te demander de creuser justement cette partie cycle de vie du produit et un peu plus de dire comment vous le mesurez ou matérialisez en tant qu'éditeur. Voilà, comment ça se mesure, comment ça se ressent. Donc voilà, tu en as un petit peu parlé. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments pour expliquer ces mécaniques-là et comment vous sentez ou mesurez ça sur un jeu. Alors, ce qu'il faut savoir en tant qu'éditeur, c'est que évidemment, on n'est pas sur un cas de production à la demande. Ce qui veut dire qu'il y a forcément des minimums quantitatifs à atteindre pour pouvoir lancer une production. Et si on veut que la production soit un tout petit peu rentable, il faut quand même aller sur des quantités déjà un peu importantes dessus que le marché peut pas forcément ingurgiter. C'est pas parce qu'il peut encore y avoir un peu de demande parfois pour en écouler peut-être quelques centaines de pièces, mais on serait peut-être obligé de relancer 3, 4, 5 000 pièces d'un coup, et qu'est-ce qu'on fait du reste? Au niveau de l'analyse de ces chiffres, ce qui est certain, c'est que les secteurs éditoriaux, de manière générale, c'est des secteurs qui sont beaucoup portés par la nouveauté. Nous, la nouveauté, elle a une part qui a été croissante dans le chiffre d'affaires sur ces dernières années, pour atterrir à peu près à 22% au global de notre chiffre d'affaires. À peu près, c'est plutôt précis. Ici. Dans le livre, pour un acteur comme Hachette, la nouveauté, ça représente 50% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc les produits sortis dans l'année représentent 50% de leur chiffre. On en est très loin et c'est très très bien. Ça veut dire aussi qu'il y a un fonds de catalogue qui est extrêmement dynamique, toujours dans notre secteur. Mais on constate quand même une durée de vie, et notamment au niveau du lancement, qui se réduit rapidement. Ce qui est vrai, c'est qu'au niveau des prises de risque, le marché est beaucoup plus difficilement lisible par rapport à quelques années, où on pouvait se dire on va lancer 7000 pièces d'un jeu en production, de toute façon on les passera sans déstockage, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, soit c'est un très gros succès très vite, soit on a aussi des échecs beaucoup plus retentissants qu'avant. Ça, c'est lié au nombre de nouveautés qui arrivent sur le marché, et c'est évident que ce soit les ludicaires ou même les GSS, en fait, n'ont pas l'espace pour accueillir en linéaire tous les jeux qui sortent. Quand il y a des semaines avec 70 sorties de jeux, peut-être que le point de vente pourra en rentrer 6 à 12 dessus. Il doit faire sa sélection dessus. Et en plus, sur cette sélection qui a été faite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la semaine d'après, il y a encore 70 jeux qui vont rentrer dessus. Donc il faut que les ventes soient rapides et fortes pour qu'un jeu puisse conserver sa place en magasin. De la même manière que le raisonnement que tu as eu au niveau éditorial, on entend souvent des boutiques, et à raison, de dire moi j'en avais pris 6 ou 12 pièces au départ, je les ai bien vendus, je ne vais pas les recommander. C'est comme ça, parce qu'il y a un jeu qui en pousse un autre, etc. Donc de réussir à sortir ça, c'est vrai que on a tendance à voir assez rapidement, que ce soit au travers des sorties caisses qui peuvent nous être communiquées par des groupements ou des enseignes, ou par les taux de réassort, la rapidité avec lesquels nos clients recommandent le jeu au départ, on peut avoir des indicateurs qui nous donnent cette durée de vie du produit. Pour autant, c'est pas une science exacte du tout, et comme tu le dis, il peut y avoir de temps en temps, on appuie sur un bouton en se disant que les indicateurs sont ouverts, et au final c'est un stock qu'on peut traîner un peu par moment. Surtout que à ça, si on n'en est pas un peu au fait, il faut rajouter les délais. Et les délais de production font que ça demande d'anticiper énormément les ventes. Quand on sort une nouveauté, on a envie d'y croire, on est au taquet, toutes les équipes sont derrière, va y avoir de la communication, les influenceurs vont prendre le relais, etc. Donc ça, c'est très bien. Par contre, une fois qu'on a vendu le premier print,
et qu'il faut lancer le deuxième, souvent on lance le deuxième print, on n'a même pas encore commencé à vendre le premier. Donc il y a cette capacité à devoir anticiper là-dessus, et clairement il y a un côté un peu boule de cristal, il y a des indicateurs, hein, bien sûr, on ne se base pas juste sur nos ressentis, mais il y a vraiment la prise de risque, elle est là aussi, elle est aussi dans le reprint, elle n'est pas que dans le lancement du produit, elle est aussi dans le reprint. La durée de vie moyenne d'un jeu maintenant, c'est combien de temps? Vous l'avez une idée de ça? Je sais pas, moi je n'ai pas d'idée là-dessus. En fait, c'est une question, c'est totalement impossible. Même si je te donne un chiffre, ce ne sera pas un chiffre qui sera parlant parce que c'est pas tellement la moyenne qui va être importante, ça va être l'écart type. Oui. Ça va être en fait la durée de vie des échecs. Ce sera en fait au bout d'un mois, tu sais déjà si ton jeu il est mort. Enfin, j'abuse un peu, mais honnêtement, c'est très difficile à rattraper aujourd'hui le coup sur un mauvais lancement, de réussir à le remettre sur le devant de la scène parce que il y a une masse d'informations et de nouveautés qui arrivent auprès de tous les points de vente, auprès des joueurs, etc., qui fait que le jeu est bypassé. Par contre, on voit aussi qu'il y a des succès, et des succès qui s'installent quand même, toujours encore dans la durée, et sur des volumes de vente bien supérieurs à ce qui était pratiqué il y a 5, 6, 7 ans. Donc cette question, elle est un peu complexe. Elle est complexe, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé dans un marché où il y a beaucoup ce côté un peu tout ou rien. Grosso modo, dire d'un jeu qu'il a un succès moyen, ça n'existe pas. C'est soit il a un succès, soit il n'a pas de durée de vie en fait. Parce qu'un jeu qui est faible au niveau du lancement, c'est un jeu sur lequel va se poser déjà la question du deuxième tirage, comme on l'a dit, où il va pas être énormément appuyé parce que c'est déjà un peu faible, on le sent, voilà. Et donc c'est un jeu qui va très rapidement s'arrêter. À l'inverse, quand on commence à avoir les reprints qui arrivent, ça peut monter très vite. Et c'est là où le marché a vraiment changé, c'est que quand avant on était assez content et on se disait on en a fait 10 000, on en a fait 20 000 sur le premier print et qu'on était content de ces chiffres-là, la réalité c'est qu'actuellement, si on pense qu'on a un succès, en fait, il faudrait déjà oser appuyer sur 50 000. Et 50 000, ça veut dire un investissement relativement important par rapport à un risque où on n'est pas sûr. Mais la vitesse à laquelle les 50 000 peuvent être absorbés vont tellement vite qu'en faire que 10 000, parfois, ça ne permet même pas de se rendre compte si on a eu un succès ou si en final ça s'est juste bien vendu et que le feu est déjà terminé et que le reprint va arriver. Et voilà. Et c'est un exemple assez criant, je dirais, des jeux typiques de Noël. Les jeux qui arrivent dans cette période de forte consommation, les boutiques ont décidé qu'elles en feraient un peu leur jeu vitrine, qu'elles vont conseiller de manière facile, etc. Ils tombent en rupture, il revient en février. En fait, c'est déjà terminé. On a notre jeu et les boutiques, elles en reprennent, mais elles sont passées sur un autre jeu à conseiller et il ne reste plus qu'à espérer à ce moment-là que ce soit les joueurs qui l'ont acheté, qui l'apprécient et qui le diffusent via le bouche à oreille, des amis qui jouent, qui vont l'acheter, et le jeu va potentiellement se reprendre naturellement, où il y a eu une attente de gens qui n'ont pas encore eu le temps de l'avoir et qui l'attendent toujours, et donc il y a un effet presque nouveauté pour eux parce qu'ils ont entendu parler et maintenant ça va être à leur tour d'y jouer. Mais c'est vrai que ça va vraiment très très vite sur les volumes que le marché peut absorber et les risques que ça demande de les anticiper. On a juste une autre question devant. Alors profitez-en parce qu'il va nous rester 10 minutes, même pas. Donc on va peut-être passer aux séances de questions-réponses. Le succès d'un jeu qui est conseillé, le conseil et le succès vient des magasins ou des ludothèques ou des joueurs et bouche à oreille? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le bouche à oreille. Alors, bien sûr, les boutiques ont leur travail, et une boutique qui apprécie ton jeu et qui va le conseiller, ça va aider à le vendre, ça c'est une certitude, mais ça va permettre d'en vendre entre guillemets un. Alors que derrière, quand les joueurs l'apprécient, le font jouer à des amis, qui le font jouer à des amis, et d'ailleurs que ces jeux souvent ne sont plus achetés en boutique SP parce que la personne qui vient découvrir le jeu à la maison, elle ne sait pas qu'il y a une boutique SP dans ma ville, et donc elle va l'acheter potentiellement via Amazon ou en allant chez Cultura, etc. Là, on passe dans un autre cercle qui est le cercle de la diffusion du bouche à oreille. Et en réalité, si on prend les budgets marketing qui sont mis sur les jeux, assez peu de jeux sont accompagnés d'un budget marketing qui permet d'aller toucher, on va dire, le deuxième cercle. Les influenceurs vont en parler parce que c'est normal, c'est leur manière de vivre aussi que de parler de la nouveauté, que de la conseiller, etc. Mais c'est pareil, les influenceurs, au final, ils vont être suivis par vous, mais pas par le deuxième cercle. Le deuxième cercle,
cercle ne sait même pas qu'il y a des influenceurs de jeux de société et va acheter le jeu juste parce qu'il l'a découvert, entre guillemets, via le bouche à oreille. Pareil, quand on met un jeu dans la presse spécialisée, dans la presse non spécialisée, qui vont parler par exemple d'un aventurier du rail, l'aventurier du rail qui va se vendre, la personne va l'acheter un peu par impulsion, en le découvrant un petit peu par hasard et en se disant tiens, pourquoi pas, j'ai l'anniversaire de mon fils ou de qui que ce soit, et donc ça va justifier en fait l'action d'achat. Mais je pense que les boutiques jouent le jeu et conseillent, mais après le jeu et les fortes ventes qu'il y a derrière ne sont pas liées au vendeur, parce que le vendeur d'une boutique spé en plus et dans le jeu de la nouveauté, c'est-à-dire que moins il est dans la nouveauté, plus son rayon ressemble à celui de Cultura ou de la Fnac. Donc forcément, il va conseiller des nouveautés, il va aider à les lancer, et derrière, après, c'est la diffusion des joueurs qui va faire que le jeu va se développer. Bonjour. Chez Space Cowboy, où je travaille, on a reçu une stat en début de... Là, il y a un mois, comme quoi les joueurs jouent sur des jeux un peu spé entre 4 et 6 fois au jeu, pardon, un peu familier à 4 et 6 fois, et un peu spé entre 6 et 10 fois à nos jeux, et c'est tout. Est-ce que ça aussi, c'est pas un facteur assez fort de dire en fait que les jeux soient aussi peu joués, alors que justement c'est censé être quelque chose qui est capable de revenir sur la table, facteur important, et comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Alors c'est marrant parce que je suis content d'avoir cette mise à jour de ce chiffre, parce qu'il y a 5 ans, on avait analysé cette chose-là, on était à 3 en moyenne dessus. IA, c'est joué un petit peu plus. Après, c'est joué par le joueur acheteur, j'imagine. Il y a un marché de la seconde main aussi quand même qui se développe. En fait, pour moi, cette donnée, elle en dit long sur les modes de consommation du jeu, et en fait la notion de surproduction elle est intriquée avec celle de la surconsommation peut-être de nouveautés, alors qu'on a toutes et tous des armoires remplies de très bons jeux dessus, et en même temps le marché se concentre sur la nouveauté parce que c'est ce qui fait parler, c'est ce qui fait vendre aujourd'hui, et c'est aussi ce qui attire parfois de nouveaux joueurs. Pour autant, je vois mal sur quoi, en tout cas éditorialement, en termes de marketing, il y a sûrement pas mal de choses à faire, mais éditorialement, en tout cas, nos jeux n'ont pas une durée de vie de 6 à 10. Je pense que tous les éditeurs ici, il y a une qualité éditoriale qui a été en hausse assez forte sur ces dernières années, depuis 10-15 ans, avec des jeux pérennes et des matériaux qui sont qualitatifs. Donc il n'y a aucune raison que ce chiffre soit n'augmente pas, ou alors, s'il n'augmente pas, ça veut dire que le marché de la seconde main est vigoureux et que le jeu trouvera une autre vie ailleurs. En incluant la seconde main? Bah dis donc. C'est ça. Bonjour. Est-ce que n'avez-vous pas l'impression que la présence de plus en plus grande des influenceurs ludiques qui eux-mêmes font la course à la nouveauté contribue à raccourcir la vie des jeux? Parce qu'en fait, on les connaît, on les voit jouer avant même qu'ils soient sortis en boutique. Alors, c'est bien pour la notoriété du jeu, mais en même temps, c'est plus une surprise. Quand on le trouve dans les rayons de notre ludicaire, c'est déjà plus une nouveauté. Non, je pense qu'au contraire, on a besoin des influenceurs pour faire vivre le jeu, et d'une certaine façon, l'expression que tu utilisais, moi je suis bien content que mon jeu ne soit pas découvert par surprise dans le rayon de la boutique. Je suis content quand les gens ils y vont parce qu'ils savent qu'ils le veulent, et que j'ai réussi à les toucher avec le message de communication qu'on a voulu déployer. Donc non, je pense pas. Après, ce qui est une réalité, c'est que les influenceurs actuellement sont des gens qui parlent à un public de joueurs, et ce public de joueurs, je suis pas persuadé que un influenceur fasse entre guillemets tous ses likes en nous expliquant qu'il vient de découvrir Aventurier du Rail, quoi. Je pense qu'il va faire ses likes avec justement la dernière nouveauté. Et après, il y aura des influenceurs qui sont aussi un peu plus grand public. Si on prend par exemple le cas d'un Fabien Olicard et sa chaîne spécialisée sur le jeu, il s'adresse à un public déjà un peu plus large, et il est peut-être moins en quête de nouveautés que si on prend Pénélope qui forcément surfe complètement sur l'actualité et analyse en fait l'actualité. Donc je pense que c'est là où on va avoir des petites choses. Si on prend Simon avec le passe-temps, quand il fait parfois des
des vidéos un peu rétrospectives de certains jeux et qu'il les remet en avant, vu le nombre de personnes qui regardent ces vidéos actuellement, on sait qu'il lui peut faire ça parce qu'il va toucher aussi un public de non-joueurs qui va être content de découvrir ça. Mais donc c'est là où on en revient à nos stratégies marketing, c'est-à-dire que Codename, qui est notre meilleure vente, on continue d'investir de l'argent pour soutenir Codename en termes de vente, et forcément on va pas demander à Marie Giordana de nous faire un tweet sur Codename, parce que ça n'a pas de sens. Mais par contre, on va essayer de trouver de nouvelles personnes sur Codename. On essaye par exemple de travailler un petit peu avec des petites célébrités à qui on essaye de faire jouer le jeu, qu'ils essayent de le relayer, pour que voilà, cet objet qui commence à être connu un petit peu de tout le monde, ça fasse ah bah tiens, même ma célébrité elle y joue, pourquoi est-ce que je m'y remettrai pas, pourquoi est-ce que je l'essayerai pas, pourquoi est-ce que je l'achèterai pas. Donc voilà, c'est des stratégies de communication qui diffèrent entre le lancement et après accompagner un jeu dans sa durée. Si je pourrais juste faire un cas auquel je pense là, par exemple, c'est l'explosion de Cracklyst. Cracklyst, c'est un jeu qui a explosé grâce aux réseaux sociaux et en dehors justement des influenceurs. Je pense que les jeux dont on parlait tout à l'heure, Imposter et autres, c'est des jeux qui sont développés donc, certes via Amazon, mais qui ont aussi trouvé énormément de public par rapport à ça. Donc après, il y a toujours aussi la sensation ou l'impression de savoir à quel public on parle. Si c'est le fameux public, on va dire joueur du hobby market, ou le grand public. On prend un Skijo, ça a touché de manière beaucoup plus large. Et d'ailleurs, je pense que le nombre de parties n'est pas le même que les autres. Mais voilà, en fait, je pense que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est de savoir quel public on veut toucher. Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure avec ton premier et ton deuxième rideau. Je ne sais plus quel terme tu employais, mais c'est un petit peu ça. Il y avait une autre question derrière, je pense. Henri. Bonjour, moi j'aurais deux petites questions, pardon. La première, c'est, il y avait une petite ligne dans une des slides précédentes, et on a, ouais, juste là, on n'en a pas du tout parlé, c'est l'impact écologique. Oui. Et voilà, c'était pour savoir si vous, dans vos entreprises, vous l'envisagez au moment de la production, de la conception du reste, ou si vous l'aviez à l'esprit. Et la deuxième, en fait, c'est juste pour avoir une réponse sur la question qui est juste après. Mais en fait, est-ce que selon vous, oui ou non, la surproduction, c'est un mal nécessaire? Et pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup d'analyses de marché qui sont super intéressantes, mais c'est juste pour, si possible, recentrer un peu le truc. Voilà. Merci. Alors sur le volet écologique, je pense que le jeu de société est pas un objet qu'en tout cas je vais définir comme extrêmement polluant. C'est un objet qui est durable, c'est ce que expliquait Benjamin avant. C'est certes, il est joué que 6 fois d'après la statistique, mais en réalité il peut être joué 100 fois avant d'être détérioré et de ne plus être en capacité d'être joué. Je dis 100 fois, je pose un chiffre comme ça dépendra de comment on joue bien sûr avec, mais voilà. Après ça reste un critère qu'on prend en compte, hein. Bien sûr, on essaye de travailler si possible sur des matériaux recyclés, on essaye de centrer les productions en Europe si possible aussi, parce qu'il faut quand même faire attention à l'impact prix. Enfin voilà, je pense que l'impact écologique serait pour moi presque une toute autre question, en tout cas, et qui mériterait une conférence à part. Et pour moi, si la surproduction est un mal entre guillemets nécessaire et que je devais un petit peu trancher, moi je dirais pas que c'est un mal. Je pense qu'actuellement, ce qu'il faut éviter, c'est de lancer des produits dans lesquels on ne croit pas et dans lesquels on n'a pas envie de s'investir, et de le faire entre guillemets uniquement en le considérant comme un produit. Je pense qu'il faut garder cette envie de se faire plaisir en tant qu'éditeur. Il faut séparer aussi la demande, ce qu'on en a dit, du distributeur par rapport à l'éditeur. Mais en tout cas, moi, je pense que actuellement, avoir beaucoup de jeux n'est pas nuisible. C'est plutôt la capacité que les jeux vont avoir à se faire une place les uns par rapport aux autres, et comment est-ce qu'on va penser son produit, son jeu par rapport à la concurrence. Mais non, pour moi, c'est pas gênant. Là, c'est mon avis. Je te laisse dire le tien. Ouais, alors il y a deux choses sur l'impact. Alors l'écologie par rapport à la surproduction, moi je pense qu'il y aurait surproduction à partir du moment où il y aurait du pilon. Là, ce serait absolument un non-sens écologique de produire des jeux, de le faire voyager, parfois de loin, pour finir par les détruire sans qu'ils trouvent preneur d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, ça peut aussi passer par du don, par des actions sociales, ou même par de la solderie, qui permettent aussi à des gens qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat qui permet de consommer dans des réseaux traditionnels, d'accéder à du loisir et d'accéder à du jeu de société. Sur les matériaux, etc., c'est évidemment quelque chose qui est qu'on prend en compte. Aujourd'hui, globalement dans les boîtes, il y a moins de vide, il y a moins de cas de plastique.
Il y a moins de matériaux polluants. Nous, on est sorti des boîtes métal, par exemple. Les productions sont estampillées FSC. Et avec la REP qui a été mise en place, il y a aussi une incitation à partir de 2025 pour certifier tout ce qui est papier et carton sur du FSC pour avoir un boni d'éco-contribution dessus. Donc je pense que le secteur là-dessus, comme tu le dis, au-delà du fait que le produit soit intimement durable déjà au départ, parce que non destructible, et on a tous dans nos armoires des jeux d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans qui sont encore tout à fait jouables, c'est quand même un sujet que les acteurs prennent à bras le corps. Moi, clairement, je ne pense pas qu'il y ait de surproduction sur le marché aujourd'hui. Je pense qu'il y a une production qui est beaucoup plus importante qu'avant et qui entraîne des risques et qui entraîne aussi des transformations de notre secteur à marche forcée. Des transformations de nos métiers, on a parlé un peu des métiers d'éditeurs, on a parlé un tout petit peu du métier des boutiques, mais pour elles, ça a été quand même, en 10 ans, on est passé d'un moment où les boutiques pouvaient être exclusives, exhaustives en fait, sur la connaissance de tout ce qui sortait sur le marché, et aujourd'hui, elles se retrouvent dans un poste de sélectionneur à devoir déjà se demander qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vendre en magasin parmi les 70 nouveautés de la semaine. C'est quand même deux choses différentes, et nous-mêmes... J'aurais même tendance à te dire, si je reprends par rapport à tout à l'heure, c'est même la place de la boutique qui était centrale en France il y a 20 ans. On sait qu'Asmodée et pour Marc Nouniès, entre autres, le B-Market, donc c'est-à-dire les boutiques qu'on a en centre-ville sur lesquelles on s'est tous développés, entre guillemets, on a connu le jeu de société, était central dans le développement d'Asmodée initialement. Tout à l'heure, vous parliez d'une arrivée beaucoup plus rapide sur de la GSS et compagnie, c'est sa place à la fois sur les volumes, mais par rapport à ces gros acteurs. Et effectivement, ça, clairement, ça mériterait une conférence. Mais voilà. Et après, on n'a pas du tout parlé non plus de la partie autorale, d'ailleurs, sur lesquelles cette production massive de nouveautés a un impact. Le fait de réussir à imposer un jeu dans la durée, avec des durées de vie parfois très courtes, ça entraîne évidemment des risques pour l'éditeur, mais également pour les auteurs sur les revenus qu'ils vont pouvoir dégager de cette activité-là. On se retrouve... En fait, ce que vous voyez arriver sur le marché, ce qu'on voit tous arriver sur le marché, c'est qu'une petite partie de l'iceberg de tous les jeux qui ont été refusés en amont, et il y en a énormément par tous les acteurs. Aujourd'hui, on pourrait, je pense, mettre quelqu'un, nous, à l'année à temps plein, à recevoir des auteurs sur des créneaux d'une demi-heure. Il n'y a aucun problème. À titre d'exemple, j'avais un petit peu regardé l'historique de mon année à ce niveau-là chez Yellow, et on est pas loin des 350 prototypes qui ont été proposés et qu'on a vu passer en fait. Donc et si on fait le chemin inverse sur cette année-là, on n'a pas forcément eu la bonne pioche, on va dire. On en a signé un. Donc voilà, ça donne aussi une idée de cette production qu'on ne voit pas arriver, mais de toute cette profusion de créativité, et qui pour moi est une bonne chose, parce que je suis pas du tout en train de me dire que j'ai perdu 349 fois mon temps cette année avec des auteurs. Au contraire, mais c'est la réalité que sur ces prototypes, il y avait des tas de choses qui étaient vraiment correctes et qui auraient pu être éditées. On fait le choix de pas le faire, et là on en revient justement à cette façon dont on croit dans le produit. On aurait peut-être réussi à faire des belles ventes avec un de ces jeux, on aurait peut-être eu un peu le coup de chance qu'a eu peut-être un Skyjo ou un Décal, on ne sait pas exactement pourquoi c'est lui l'élu. Bien sûr qu'il y a du travail de la part de l'éditeur et il y a cette petite part de chance. Voilà, là nous on l'a pas trouvé, on espère qu'elle va arriver, et donc il faut être patient, et faut continuer de travailler avec les auteurs et de développer après et éditer comme on sait le faire. Henri, on a répondu à ta question. Comme tu le voulais ou pas? Non. Vous avez répondu comme vous avez voulu, hein, moi ça me va, c'est ok. Voilà. Non, je suis déçu de peut-être, mais c'est très personnel, de botter en touche tout de suite sur la question des volumes, où peut-être il y aurait une vraie volonté de réduire la production, et pas seulement quand la consommation sature, de le faire seulement quand il y a du pilon. On pourrait vouloir réduire la production en amont, peut-être, je sais pas. C'était ce qu'on disait, c'est que réduire la production, on a quand même ce besoin de la nouveauté pour garantir entre guillemets les emplois qui actuellement sont déjà en place. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est aussi une assurance de rentrer de l'argent, et même si on a nos locomotives, on a besoin de cette nouveauté pour continuer à payer les salaires de tout le monde, quoi. Et ça, justement, c'est pas aussi... Ça nourrit naturellement cette saturation du marché
si je me fais l'avocat du diable, par exemple, la nouvelle série de jeux classiques fait par Yellow, ça rentre dans ce processus là en fait, puisque en fait vous êtes en train d'éditer avec des nouveaux graphismes et des visuels des jeux qui sont dans plus du domaine public, donc sans auteur, donc avec des marges qui sont optimum pour vous, et naturellement encore alimenter le marché. Et en même temps répondre à un besoin du marché, parce que typiquement si on prend l'exemple de cette gamme classique, elle est en rupture sur 3 titres sur les 5, et les 2 qui ont un peu moins bien fonctionné, parce qu'on va pas dire pas fonctionné, c'est les réussites. Donc au final, est-ce qu'on a eu tort de le faire? Ben non, puisqu'on est en rupture, on a tout vendu, donc on est content du choix éditorial qu'on a fait. Par contre, oui, c'est sûr qu'on a mis 5 jeux entre guillemets déjà existants sur le marché, mais ça fonctionne, donc on va pas. Enfin, c'est clairement pour moi un contre-exemple. Une question là-bas? Oui, bonjour. Alors je rejoins un petit peu Henri, j'ai l'impression qu'on est un petit peu passé à côté du sujet de la conférence, de la surproduction. Je suis assez surprise quand vous dites que le jeu n'est pas un objet polluant. Benjamin, vous l'avez dit, il y a une REP qui existe, une législation qui existe depuis maintenant 2022 sur la filière jeux et jouets, donc qui reconnaît le jeu et jouets comme un objet polluant. L'ADEME a sorti des études, c'est plus de 110 000 tonnes de jouets qui sont jetés chaque année, plus de 400 000 jouets qui dorment dans les placards. Alors ce chiffre des 4 à 6 jeux, enfin de l'utilisation de 4 à 6 fois, puis après, voilà, le jeu n'est plus utilisé, je ne le connaissais pas, je le note. Est-ce que vous réfléchissez, enfin, est-ce qu'il y a des études qui sont sorties sur le jouet d'occasion? Est-ce que parce que là, on a beaucoup de chiffres sur le marché du neuf, mais qu'est-ce qu'il en est du marché d'occasion? Est-ce que c'est pas ces produits, justement, qu'il faut, sur lequel il faut peut-être réinvestir du marketing et sur lequel il faut reparler? Vous l'avez dit, ce sont des très bons jeux, donc pourquoi continuer la nouveauté, à reproduire? Et puis, ces jeux pourraient notamment créer des emplois si on les remet aussi sur le marché. En fait, sur la partie REP et sur les chiffres que vous évoquez, c'est tout à fait vrai, mais on est amalgamé au secteur du jouet un peu par historique, parce qu'il fallait bien mettre le jeu quelque part, et que le jeu c'était pour les enfants, donc pourquoi pas le mettre sur la même le même segment et la même réglementation que le jouet. De ce fait-là, on se retrouve en fait sur des jeux qui ont quand même des temporalités différentes. Un jouet, on va parler à une tranche d'âge, un enfant qui va y jouer quelques fois et qui va le laisser dormir effectivement dans les placards. Un jeu de société, pardon, on va arriver sur une durée de vie qui est beaucoup plus longue, avec en plus de ça une manière de prolonger la durée de vie qui est relativement simple. De notre côté, en fait, une fois que l'acte d'achat a été acté par un joueur, par un consommateur, en fait, il est tout à fait libre de le revendre. Il n'y a aucun élément qui est destructible à l'intérieur. En plus de ça, et on est loin d'être les seuls, je pense que mes confrères c'est exactement pareil, on fournit tous du SAV gratuit, même sur des pertes de pièces de jeu. J'en sais rien, j'ai fait une soirée, j'ai renversé mon verre sur mon jeu de cartes, eh bien on va le remplacer gratuitement. Ça c'est une manière aussi de travailler sur la durée de vie du produit et éviter que le jeu se retrouve dans une filière de recyclage et des retraitements plus rapidement. C'est d'ailleurs ce qu'a acté la REP là dans ses évolutions de gamme de tarifs sur 2025. De sortir le jeu de société justement de la logique du jouet, de lui faire attraper un boni parce que c'est du monomatériau facile à recycler, et si l'éditeur a mis en place ou le distributeur, ce qu'ils appellent le metteur sur le marché, a mis en place une procédure gratuite de SAV, d'ailleurs même pas gratuite, juste une procédure de SAV, c'est ce qui est demandé, et que le jeu est certifié FSC ou PEFC, et bien dans ce cas-là il y a un boni sur l'éco-contribution. Donc oui, le jeu, ça a un impact, ça a une empreinte carbone au départ, on peut travailler dessus et chaque acteur, je pense, travaille dessus aujourd'hui. Les jeux qui sortent sur le marché sont beaucoup moins polluants qu'ils l'étaient par le passé, mais comme toute activité économique. Moi, je ne vais pas vendre moins de jeux parce que, en réalité, il y a plus de joueurs, plus de gens qui consomment du jeu et que je sers ce marché-là. Parce que c'est ce qu'évoquait aussi Gauthier de ce côté-là. Non, je ne dis pas vendre moins de jeux, mais finalement, que faites-vous de vos jeux qui sont dans ces placards et qui pourraient encore resservir?
Alors nous de notre côté, on pratique relativement peu ce qu'il disait avant le pilon. Les jeux, ils vont avoir, s'ils ne trouvent pas preneur, la plupart du temps, ils vont passer dans des opérations de discount qui vont permettre justement de les vendre via d'autres réseaux et souvent à un autre public. Mais on essaye au maximum de ne pas détruire. D'ailleurs, détruire est techniquement interdit. On n'a pas le droit de détruire nos jeux, il faut qu'ils aillent vers des filières de dons. On ne peut pas détruire nos jeux. Il y a une certaine hypocrisie où on peut les détruire entre guillemets en les emmenant dans d'autres pays, mais en France, on ne peut pas détruire nos jeux. Justement, dans ce sens-là, là, je pense par rapport à la question de la réutilisation et des jeux, on va dire d'occasion. À un moment donné, j'ai pu voir l'année dernière, je ne sais pas s'ils continuent à faire ça à la Fnac, qui reprenait des jeux d'occasion et autres. Est-ce que c'est quelque chose qui est soutenu justement par les distributeurs ou justement ça fait un peu grincer des dents parce que ça empêche de mettre des nouvelles productions en jeu, quoi? En fait, c'est un sujet qui est assez complexe parce que ça ne touche pas du tout que l'éditeur ou le distributeur. Ça touche aussi d'ailleurs l'auteur dessus. Il y a des sujets dans le livre en ce moment pour essayer de réguler la seconde main sur les livres et voir est-ce que c'est possible de dégager des royalties supplémentaires pour les auteurs parce que le marché de la seconde main commence à prendre une place extrêmement importante sur le livre également. Pour autant, effectivement, les centrales d'achat, il y a beaucoup de boutiques indépendantes qui ont aussi un rayon aujourd'hui où les gens peuvent venir ramener un jeu, avoir un avoir ou un bon d'achat pour mettre ça en place en magasin de ce côté-là. De notre côté, c'est un peu compliqué de développer ce segment-là parce que, on se tire une balle dans le pied, ça c'est sûr et certain, mais en plus de ça, on peut tirer aussi une balle dans le pied de nos propres clients en développant ce genre de plateforme. Il y en a qui sont mis à émerger également en ligne. C'est une tendance de marché. Vinted est plein de jeux aujourd'hui. Le Bon Coin est plein de jeux. Et pour moi, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas et qui est aussi lié à l'évolution du pouvoir d'achat des ménages ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle là ? En fait, pour terminer aussi sur la question de qu'est-ce qu'on fait des jeux qu'on a. Alors, nous, c'est pas des placards, c'est des racks d'entrepôt. Et évidemment, alors nous, on ne pratique pas de pilon, jamais. Ça fait 10 ans qu'on fait des donations à diverses associations, locales ou nationales, dessus. C'est des jeux qui se retrouvent chez Emmaüs, parfois, dans des épiceries solidaires, par exemple, aussi dans des maisons de quartier ou dans des foyers. Et on a commencé à mettre en place depuis 2 ans, on en parlait sur Vichy, aussi des braderies pour ouvrir notre entrepôt en direct à un public d'ailleurs qui n'est pas joueur. Alors nous, on est un peu éloigné des métropoles, on est sur la côte d'Opale, une station balnéaire qui s'appelle Wimereux. C'est très joli, je vous conseille d'y venir, mais on n'a pas de soleil. Et on ouvre notre entrepôt parce qu'on a une grande tradition de la braderie dans le Nord en plus, ici, et les gens viennent, et c'est bien souvent des gens en fait qui ne savent même pas qui sont Gigamic, c'est quoi ces jeux, et d'ailleurs des fois ils arrivent, ils savent même pas que c'est des jeux qui sont en vente, ils ont vu braderie, ils sont arrêtés. Et j'ai entendu des centaines de fois, plutôt des dames, parce que c'était plutôt des dames d'un certain âge qui venaient et qui anticiper un peu leur cadeau de Noël en disant moi je pourrais pas acheter des jouets ou des jeux de société à mes enfants ou mes petits-enfants plutôt en magasin et du coup venir là ça me permet de toucher des jeux à pas cher parce que je ne pourrais pas les avoir autrement. Ça c'est aussi une manière pour moi de réfléchir de manière plus globale sur un public qui ne peut pas consommer de manière traditionnelle en allant le chercher là où il est, et là où il est c'est pas du tout dans les boutiques ludiques, c'est pas du tout chez Fnac et chez Cultura, c'est sur d'autres réseaux, voire pas en magasin du tout d'ailleurs. Si on n'a plus de questions, on va s'arrêter là, puisque ça fait 1h15 et il va falloir qu'on rende les micros. Je vous remercie à tous, merci à tous les deux d'être présents. On va rester encore un petit peu pour ceux qui veulent échanger.